Les sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les sages. Vous savez, ce sont ceux qui, d'un conseil bienveillant, peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur et de la réalité. Et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre, dans un format inédit et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de casser la carapace. Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leadeuses qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders, et nous allons à leur rencontre. Bon voyage avec les sages. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Alain Kézak, cofondateur d'EuroRSCG avec Jacques Séguéla et président du Paris Saint-Germain de 2006 à 2008. Alain est un véritable meneur d'hommes, connu pour son grand cœur et sa gentillesse. Il y a quelques années, je le contacte pour qu'il m'aide sur un projet entrepreneurial. Dans la journée, il me répond et me donne du temps et ses bons conseils. C'est ça, Alain. Un homme qui aime profondément les autres, profondément aider et servir. Il y a quelques années, il fait une chute de vélo qui lui vaut des côtes cassées et malheureusement un AVC par la suite. Alain, depuis, est paralysé sur la partie gauche. Qu'importe. Il a changé de logiciel et de la joie de vivre, il est passé au désir de vivre. Allez, on y va avec Alain. Bonjour Alain, bienvenue dans les sages. Bonjour Nicolas. Comment tu vas ? Comment je vais? Bah écoute, bien, aussi bien que ça puisse aller dans mon état. J'ai eu donc un AVC, donc je suis paralysé de la jambe gauche et du bras gauche, mais avec une béquille, beaucoup de rééducation, je marche, je vis et j'ai envie de vivre. J'ai remplacé la joie de vivre par le désir de vivre. C'est déjà super intéressant, on en reparlera si tu le veux bien à la fin de l'interview parce que je sais que ça a été un changement forcément dans ta vie, mais en même temps que tu as réussi un peu à le transformer. Du coup, pour commencer, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît ? Quelques phrases, c'est dur parce que je suis vieux, hein. Donc il y a beaucoup d'années, mais je suis né en 1941, c'est-à-dire que j'ai 83 ans, à Évreux, en Normandie. Je crois que tu connais bien la région. J'ai fait toutes mes études secondaires en Normandie, en dehors du travail où je travaillais très correctement. J'étais un bon élève consciencieux. J'ai fait beaucoup de tennis et de football. Ça a été vraiment mes loisirs favoris. Mon père était président du club de foot et aussi dirigeant du club de tennis. Donc voilà. Ensuite, je suis monté, après le bac que j'ai passé à Caen, je suis monté à la capitale, comment dire, pour préparer HEC, au lycée Carnot, dans le 17e. Alors, le problème, c'est que j'avais fait comme étude B et philo, à l'époque. Donc, j'étais complètement littéraire. J'étais bon en langue, en français, en philo, tout, et assez nul en maths et en physique. Donc, j'ai quand même ramé pour préparer HEC en première année, mais je me suis rattrapé en travaillant tous les soirs jusqu'à 2h du matin. J'ai réussi à intégrer HEC. Sûrement pas dans les premiers, mais bon, j'ai intégré. Là, j'ai passé 3 magnifiques années à HEC, où j'ai avant tout joué au football. D'ailleurs, j'étais capitaine de l'équipe de football, donc j'avais un prestige particulier. Après HEC, je suis parti un an à Berlin. Je suis germanophone. Okay. J'ai fait allemand première langue. À l'époque, on disait que les bons élèves devaient faire allemand, c'est ce que disait. En fait, on sert beaucoup plus d'anglais que d'allemand maintenant, mais j'ai fait allemand première langue. À Berlin, études politiques. Un an, en diplôme, qui n'a pas une valeur extraordinaire, mais qui existe. Et après, je suis rentré dans la vie active chez Procter & Gamble. Je suis resté 5 ans au marketing. C'est vraiment ce qui m'a le plus conditionné sur ma vie future et ma carrière future. On en reparlera peut-être. Mais j'avais toujours eu un secret espoir ou désir ou passion rentrée, qui était la publicité. Et donc je n'avais qu'une idée,
de rentrer en publicité. Et donc, je suis rentré après 5 ans chez Procter, où j'ai beaucoup appris, dans une agence américaine d'abord, qui s'appelait NCK, Norman, Craig Caval. Et après, j'ai monté mon agence j'ai rejoint Roux et Ségala, qui avaient monté leur agence déjà depuis très peu de temps. Il y avait 10 personnes. Je me suis associé, on a associé un 4e homme. On a bien marché, puisqu'on a démarré, on était 10, et on a fini à 16 000. Mais pour être honnête, 16 000, il y a eu quand même beaucoup de rachats, de choses comme ça. Ce n'est pas simplement de la croissance organique. Et là, et puis j'ai été, entre-temps, président du PSG en 2006 et 2008, choisi par Colonie Capital, qui avait racheté à Canal+, avec Bazin, qui est resté un grand ami. Et après, j'ai fait connaissance d'un garçon banquier d'affaires. Je suis rentré avec lui, travaillé avec lui comme senior advisor, quelqu'un qui coach, qui met son réseau au service d'eux. Et à 83 ans, je travaille toujours. Je vais 4 jours par semaine là-bas. Moi, je survis grâce à ça, grâce au contact que j'ai. Si j'étais à la retraite, comme on dit, d'abord je suis handicapé, mais si j'étais resté ici, je reste un peu à travailler, mais je restais constamment à travailler ici, je déprimerais complètement. Donc j'aime bien sortir, voir les gens, jouer au parc, jouer au théâtre, je refuse rien. Alors que c'est comme un effort énorme parce que je marche à 1,5 à l'heure, je fais beaucoup de rééduc, je fais des parcours autour de la maison avec mon kiné, je me chronomètre, quand je fais 29 minutes pour ce 100 mètres et le lendemain je fais 28,50, je bois le champagne, c'est les JO, je marche, peut-être mon passé sportif, je marche à l'esprit de compète. Donc je me chronomètre sans arrêt, je fais des mouvements, je suis d'en faire toujours plus. Et j'arrive à ne pas être complètement ni gâteux, ni invalide comme ça. Voilà. C'était une de mes questions parce que t'es un ancien grand sportif. Tu fais encore, donc tu fais de la marche encore, quotidiennement? Je fais de la marche, disons, c'est une obligation. Si je faisais rien, je terminerais, ce qui est encore possible, en un fauteuil. Donc je fais du kiné, je fais de la marche, je fais des mouvements tous les jours, je me réduis, je vais au travail, ce qui est comme un effort pour marcher. Oui, absolument. Mais bon, plus tout de sport, non, comment dire, classique. Ça, c'est fini. J'ai changé de modèle. Nouveau logiciel. Merci beaucoup pour tout ce résumé de ton parcours. Ça donne envie d'en savoir plus. Si je reviens un peu sur ton enfance, moi, ce qui m'a intrigué, donc, tu avais un papa qui était président du club de football d'Évreux. Évreux, oui. Exactement. Et donc, tu étais sportif. Et tu m'as dit, tu as fait un bac L. Enfin, à l'époque, c'était peut-être pas... B, c'était latin langue. Ok. Ça te vient d'où t'étais passionné de littérature, tu lisais beaucoup, peut-être ta maman ou... Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours été plutôt un littéraire. Enfin, je suis pas non plus un puits de culture, mais j'ai toujours été un littéraire. J'adorais le latin. Probablement que l'environnement faisait que j'avais plus de gens qui étaient de ce côté-là. J'ai jamais aimé les maths, la physique, tout ça me barbait un peu. Je peux pas dire d'où ça vient, mais en tout cas, j'ai eu aussi un prof de philo, on en parlera, qui était exceptionnel, qui m'a donné goût à la philo. Tout. Donc, encore une fois, je vais pas me faire passer pour un intello de haute volée, mais je suis plus... alors, ça m'a handicapé pour entrer dans une école commerciale comme HEC, mais j'ai bossé comme un malade, parce que je suis assez bosseur, et j'ai réussi au concours j'ai dû avoir la moyenne en maths et physique, et puis, comme j'étais assez bon dans le reste, ça suffit. Donc, t'aimes les mots, et du coup, on est dans un podcast qui s'appelle Les Sages et qui interviewe des gens inspirants et qui peuvent changer potentiellement par leurs conseils une trajectoire de vie. Tu parlais de ton prof de philo, ton prof ou ta prof? Un prof, Marcel Conche, qui est un grand philosophe connu, qui est mort maintenant à 100 ans. D'accord. Et en quoi il a changé un peu ta vie? La mienne et celle de mes camarades aussi. Il avait un charisme fou. Alors, il était marxiste. D'accord. Ce qui explique peut-être un peu que je suis gauchisant. Mais donc, il me passionnait. Il était à la fois sur le fond et la forme, à tel point que quand on a eu 70 ans, mes 3 meilleurs copains, malheureusement, ont disparu. C'est un des problèmes que j'ai.
c'est que moi, je suis vivant, mais la plupart de mes camarades sont partis. Bon, on est allé avec mes camarades en Bourgogne, je sais pas exactement où, le rencontrer 50 ans après. C'était exceptionnel. Et bon, maintenant, il a eu 100 ans, il est mort. Marcel Conche, pour ceux qui connaissent la philo, est un philosophe de grand talent. Voilà. Alors, il y a eu d'autres raisons. Moi, pour lesquelles je suis plutôt à gauche, mais je suis plutôt à gauche sociétalement. Économiquement, c'est difficile d'avoir été chef d'entreprise et d'être en même temps contre le capitalisme. C'est pas tout mon cas. Mais je suis ce qu'on appelle un social-démocrate, je sais pas quoi. Et mon père était un radical, de gauche, du sud-ouest. Et donc, mais moi, je suis absolument vent debout contre tout ce qui est racisme, antisémitisme, homophobie. Il y a rien de pire. Quand je vois défiler les gens contre le mariage pour tous, j'ai mal, ça me fait une douleur physique. Et ça, je ressens ça tellement fort qu'il y a des dîners que je quitte, il y a des discussions où je n'arrive pas à garder mon sang-froid. Je suis pas le genre à dire tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, faut laisser dire et tout. Ah non, moi, quand quelqu'un dit un truc qui me choque, je le reprends et je discute. Bon, je suis comme ça. T'as des convictions. Et économiquement. Et alors, je suis à gauche aussi parce que j'ai, en Normandie, mon modèle, parce qu'on a tous des modèles, ça a été Mendès France. Donc quand je parle de gauche, je parle pas de Mélenchon, sûrement pas. Je n'aime pas du tout Mélenchon, bien sûr. Je parle pas des insoumis. Je parle de la vraie gauche. D'avant, entre guillemets. D'avant. Mitterrand aussi, j'ai voté pour Mitterrand. J'ai voté aussi pour Hollande. Donc ce sont des gauches qui, bon, ils ont réussi ou pas, c'est un autre problème, chacun a le droit d'un. Donc je suis pas sectaire. J'ai beaucoup d'amis de droite et la plupart de mes amis sont à droite, mais la droite raisonnable, si vous voulez. Si tu veux, la droite... Sarkozy m'a remis la Légion d'honneur, par exemple. Il sait que je suis à gauche. Je lui ai dit, je ne voterai jamais pour toi, mais tu seras un grand président et je suis ravi que tu sois là. Ma femme vote plutôt à droite. Donc je suis pas sectaire. Je deviens sectaire et là, un peu agressif quand on parle des extrêmes. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je suis très malheureux. Voilà. Je comprends. Parce qu'en effet, on tourne cet épisode, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale avec une potentielle arrivée du Rassemblement national à l'Assemblée à Matignon. Mais pour parler politique, j'ai voté Macron toujours, mais parce que je voulais voter contre quelque chose. Et Macron, il y a une chose que je suis fondamentalement hostile, enfin, c'est le fait de dire la droite et la gauche, c'est pareil. C'est pas pareil. À force de dire la droite et la gauche, c'est pareil, mais tout dans un fourre-tout, et ne reste que les extrêmes de gauche et les extrêmes de droite. On est là aujourd'hui. Et là, pour une fois, je ne suis pas trompé. Toujours, dit Macron, c'est un faux concept, le en même temps, un truc comme ça. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai voté pour lui, je savais pas pour qui voter. C'est le moins pire à tes yeux ou le plus talentueux. C'est, à gauche, je n'avais pas un héros à gauche. J'en ai toujours pas beaucoup d'ailleurs, même pas du tout. À droite, j'ai jamais voté à droite de ma vie. Mais, donc voter Macron, mais je suis très déçu. Alors, entre les extrêmes, vers lesquels je ne veux pas aller, Macron là, je suis paumé. Comme beaucoup de Français, je pense, en ce moment. Et comme beaucoup de Français, donc, s'il y avait quelqu'un de raisonnable comme le maire du Havre, comme des gens comme ça, il y a des gens tout à fait acceptables par moi à droite. Si on trouvait un très bon bar, par exemple, qui soit un peu au-dessus des partis, qui soit un très bon économiste, pourquoi pas, mais en tout cas, je suis paumé. Et si on revient un peu sur ton enfance, et alors, donc t'as fait un bac L. Non, B, excuse-moi. Donc plutôt donc un profil littéraire, et pourtant tu rentres à HEC, du coup une des meilleures écoles de commerce françaises. Pourquoi ? Et est-ce que tu avais songé à avoir un parcours littéraire ?
C'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo, sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. Oslo, c'est un cabinet d'avocats à taille humaine, dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Il est composé d'une équipe l'idée par Edouard et Marion, qui est issue de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait paraître bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, je peux vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent 1 heure de conseils juridiques avec le code LESSAGES, et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne. Non, je suis rentré à HEC parce que je savais pas où je voulais rentrer. Et à Évreux, c'est comme ça. Moi, je dis souvent qu'une carrière, c'est un mélange de rationalité, d'opportunité et d'envie. Et l'opportunité, c'est que j'avais le fils des amis de mes parents qui avait fait HEC. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et il m'a convaincu que c'était une école où on pouvait, après, avoir beaucoup de débouchés sans être prédestiné à une profession plus qu'à un autre. Donc, je suis rentré sans avoir vraiment décidé un jour, je veux faire une école commerciale. Donc, c'est une opportunité et l'admiration d'une personne. Parce qu'à l'époque, du coup, tu as fait le lycée Carnot, classe préparatoire. Et c'était quoi un peu les débouchés élitistes, enfin, tu vois, les premiers, est-ce que tout le monde visait? C'était pas HEC Paris, il y avait d'autres voies qui étaient plus... Le HEC, ESSEC et Chef de cours, on passait les 3 concours. Donc la première année, j'ai passé qu'HEC, et la deuxième année, j'ai passé les 3, et j'étais reçu aux 3, parce que quand on était reçu à HEC, on avait de grandes chances d'être à ESSEC et Chef de cours. Mais je parle de ça, je suis sorti en 63, hein. J'avais 22 ans, donc je parle des écoles d'il y a 63, ça fait combien ça? Bon. Je suis pas très... il y a longtemps. En 50 ans, ça a évolué, HEC a changé. Ça, moi, je parle de mon époque, je dis Subdeco, alors que maintenant, ça s'appelle le SCP, où ça a des noms différents, Néoma et tout, par les régions. Mais à l'époque, je voulais HEC, absolument. Et j'ai vraiment bossé, le provincial qui vient à Paris, qui a une chambre près de Carnot, qui travaille tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin. Donc, c'est pas une période agréable du tout, hein. J'ai un très mauvais souvenir. J'étais pas heureux, quoi. Mais bon, je bossais. Pour l'anecdote, c'est marrant parce que ça nous fait un point commun. Quand j'ai terminé mon bac, je pouvais aller aussi au lycée Carnot en ECE. Et moi, ce qui me motivait, entre autres, c'est que, alors, il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par Carnot, mais il y avait Daft Punk aussi. Je sais pas si tu sais. Non. Mais les Daft Punk sont passés par Carnot. Ouais. Non, mais je sais pas s'ils étaient en préparation commerciale, mais HEC, il y a une devise qui était de mon temps, apte à tout et bon à rien. Et moi, j'ai des amis d'HEC qui ont été comme moi dans la pub, d'autres qui ont été dans des grosses boîtes, d'autres qui ont été dans le cinéma. C'est vraiment une formation qui laisse après le choix entre beaucoup de possibilités. Ok. Et donc, tu fais HEC, et donc là, tu vas rentrer chez Procter & Gamble, c'est une boîte américaine. Oui. Okay. Qui vendent des lessives toujours, Ariel, Bonux, enfin, t'es un leader il y avait 3 boîtes, il y avait Colgate, il y avait Procter, Colgate et Levert. Et Procter, et là, c'est là où j'ai vraiment appris, encore plus qu'à HEC. Et si on essaie d'être un peu spécifique, est-ce que tu te souviens, t'as appris des trucs en particulier? Ça a été une belle maison, du coup. Alors, j'ai appris, je vais citer deux choses. D'abord, j'ai fait, comme tout le monde, un stage de vente. Je partais avec ma petite camionnette, j'avais quand même 23 ans, un 4L à l'époque, et tous les matins, je partais, et je devais faire 15 visites et avoir 12 commandes. Et je n'avais pas de formation. Mais il y a une telle formation intelligente à la vente chez Procter que je vendais, qu'on arrivait à vendre. Est-ce que j'étais doué? Je sais même pas. Mais savoir rentrer dans un magasin, quand on vous dit, moi je rentrais à midi dans une épicerie, vous foutez pas à la porte, vous me dites, écoutez, on n'a pas le temps maintenant. Il faut garder son calme, dire, non mais j'ai le temps, moi je reste. Il faut aller voir les stocks. Ah non, pas question, vous alliez.
Non, mais écoutez, je vais pas déranger. J'y vais juste 15 secondes et vous allez au stock. Et après, vous avez préparé votre vente. Vous savez que l'épicerie vend 15 caisses de Benux par mois, je sais pas combien. Et vous avez donc, en fonction des promotions et tout, préparé. Et vous dites pas de quoi vous avez besoin. Vous dites, j'ai vu votre stock, je connais vos chiffres habituels, je vous propose ça. Et vous avez une feuille, là. Et bon, vous arrangez pour en mettre un peu plus, peut-être que pas beaucoup plus. Vous négociez. Et la négo s'opère. Et donc, vous arrivez à vendre, j'allais dire, même si vous n'êtes pas doué pour la vente. Les objections, c'est un ballon. Un ballon qui doit se dégonfler. Et je m'en sers beaucoup dans mon métier après. Non, mais là, j'en veux pas, telle raison, c'est pas intéressant, j'en ai trop. Vous dites jamais non. Vous dites, je comprends très bien. Ouais, non, je suis d'accord. Mais, et vous revenez, donc je vous propose ça. Jamais de conflit. Tout. Enfin, bon, j'ai appris ça. C'est un peu rapide, mais c'est vraiment, je m'en suis servi après. Deuxièmement, j'ai appris un truc capital, être bref. Maxime favorite, c'est sois bref et tais-toi. Là, je suis un peu bavard, que c'est interview, hein, mais si je suis trop bavard, vous couperez. Mais moi, j'aime pas les dossiers. Quand j'ai eu beaucoup de collaborateurs, maintenant aussi, quand ils me présentent un dossier, je dis, ça m'intéresse pas. Tu me laisses ce dossier, je voudrais qu'en une page, tu me résumes exactement ce que tu veux, que tu recommandes. Et chez Procter, tout marche comme ça. Si vous recommandez le lancement d'une lessive en Amérique du Sud, en Afrique, peu importe, vous devez avoir la recommandation, qui est un mot-clé, en une page. Une page. Alors, quand vous êtes jeune, vous la refaites 19 fois, 20 fois. Non, là, il y a un mot de trop, là, ça sert à rien, le mot que tu as mis et tout. Et vous arrivez à quelque chose qui, à un moment, a de l'allure et qu'on vous a tellement sabré qui est bien. Et puis, ça monte. Ça part du bas. Ça monte et ça va jusqu'au président de Procter qui dit. Et là, vous avez aussi une troisième chose, toujours recommander. C'est-à-dire, jamais quelqu'un qui vient dans votre bureau et vous dise, il y a 3 solutions. À vous, monsieur le président, de choisir. Jamais ça. Dès qu'il vous présente une chose, quelle est ta recommandation? Quel est ton point de vue? Je suis d'accord ou pas, mais quel est toi ton point de vue? Vous obligez la personne qui est en dessous de vous, vous obligez la personne à vous réfléchir à quel est sa recours. C'est les mots, le jargon. Et donc, j'ai fantastiquement appris chez Procter et voilà. Alors ensuite, au bout de 5 ans, soit vous y restez toute votre vie, et pourquoi pas, vous pouvez avoir un très très bon boulot, soit vous avez envie de changer, au bout de 5 ans, c'est le moment de la chanter dans la pub. Donc, tu as appris beaucoup sur le terrain, la vente, la concision. Et c'est marrant parce que moi, un de mes métiers, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent lever des fonds. Et on sollicite des gens, justement, qui sont très sollicités. Et ce qu'on fait ensemble, justement, on travaille la concision. Parce que, justement, c'est parfois, le plus dur, c'est de faire très court. Et on pourra en parler parce que comme tu es un grand communicant, mais je pense que c'est parfois, oui, plus dur de faire très court en quelques mots. C'est très dur. Il y avait d'ailleurs une épreuve à HEC qui s'appelait la méthode, où vous deviez tu devais résumer un texte de une dizaine de pages en 20 lignes. Et pour moi, j'y crois beaucoup et tu gagnes beaucoup de temps en ayant ce réflexe. Et puis, chez Procter, tu as aussi un côté, alors, tu as 2 choses plus anecdotiques, mais un côté absolument informel, donc complètement, qui fait que tu arrives, par exemple, tu tutoies ton président. C'est étonnant. 6 échelons plus haut que toi. Est-ce que c'est pas un esprit un peu américain? Si, c'est américain. Alors bon, on peut trouver ça ridicule ou pas, mais finalement, c'est plus facile de dire à quelqu'un « je suis pas d'accord avec toi » que « monsieur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous ». Bon, ça, donc il y a une ambiance. Deuxièmement, il y a les horaires. Ils ont un truc qui pour moi est... Le mec qui travaille, c'est pas le mec qui fait le plus grand nombre d'heures. Ça, je le vois, je l'ai vu dans d'autres métiers. C'est le mec qui a un rythme de travail plus important que les autres. Le grand président,
il y a 5 rendez-vous. Le mauvais président, il y a 2 rendez-vous. En 1 heure, ou en 2 heures, peu importe. Et donc, ils apprennent aussi ça. Alors, on démarrait à 8 heures. On arrêtait à 17 heures le soir. Quand tu es assistant, à 17 heures, tu as encore beaucoup de trucs à faire. Et puis tu penses que ça serait plutôt bien vu de rester un peu. Au bout de un an, on m'a dit que tu t'es resté qu'à 5h30, 6 heures. Ça veut dire que tu t'organises pas bien. Bien sûr. La force à s'organiser et être productif. Bon, tout n'est pas transposable parce que si on a des clients, comme j'ai eu après, tu vas pas les envoyer sur les roses à 17h30. Donc c'est un métier où tu n'as pas de consommateur en face de toi. Mais Donc, tu as beaucoup appris chez Procter & Gamble. Et après, alors en intro, tu m'as dit avant de fonder RSCG, on va y venir, tu as eu une petite expérience dans la pub. Oui. Bon, j'ai fait 1 de 3 ans dans une agence américaine. D'accord. Alors, Norman, Craig & Cumell, NCK. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que il y a un garçon, un ami, qui a été à l'origine de pratiquement toutes les grandes étapes de ma vie. Il s'appelle Bernard Brochand, qui a été maire de Cannes, et j'étais à HEC avec lui. J'étais 1 ou 2 ans plus jeune, mais dans la même équipe de foot. Il était capitaine, sympathisé. Quand il est parti, c'est moi qui ai pris le capitanat et tout, et on est devenus amis. Ensuite, ce garçon est rentré chez Procter, lui aussi. Il m'a envoyé, alors je me disais que ce que je vais faire après HEC, il m'a envoyé une lettre de 2 pages en m'incitant à aller chez Procter. Pour être très honnête, à l'époque, je ne savais pas si Procter vendait des petits pois ou des clous ou des livres. Je ne savais pas du tout. Il m'a décrit Procter, il m'a dit tu devrais, tu apprends. Il m'a fait vraiment comme il était aussi. Il savait vraiment vendre et présenter les choses. Et je suis allé candidater chez Procter, j'ai été pris. C'est marrant parce que 2 fois, quand tu es rentré à HEC et chez Procter, tu as fait confiance 2 fois à des gens. Oui. Et là, alors, ce garçon, Bernard Brochand, au bout de quelques années de Procter, il est allé lui aussi dans la publicité, chez même agence. À un moment, il a voulu changer d'agence, et il m'a dit, il faut que tu rentres dans cette agence. C'est lui qui m'a vendu l'agence de publicité où je suis allé, NCK. Après, Roussegala avait démarré, et je n'étais pas le premier choix pour être le 3e homme. Le premier choix, c'était lui. Ce qui était normal, parce qu'il avait 2 ans de plus de maturité. Et là-dedans, je peux pas, parce que je suis dans une agence DDB où j'ai une carrière. Mais il y a un mec qui est formidable, vous devez prendre, Kézak. Je suis rentré chez Roussegala après l'avoir vu. Après. D'accord, donc c'est ton ami qui t'a recommandé auprès de Roux et Segala. Après, j'étais à Paris, je joue au foot. Et j'habitais dans le même immeuble que lui, un peu par hasard. Enfin, pas par hasard, mais pas dans mon appartement, à Saint-Cloud. On jouait tous les 2 au foot à Saint-Cloud. En promotion d'honneur, à l'époque, c'était pas un lien. Il a été président de l'association du Paris Saint-Germain. À l'époque, il n'y avait pas de société commerciale, donc c'était lui le président. Il devrait nous rejoindre. Donc pendant 4-5 ans, j'avais trop de boulot, je dis, non, j'ai pas envie de rentrer au comité, mais j'étais un peu un supporter VIP. Donc j'allais à tous les matchs, j'allais à l'entraînement avec lui et tout. Et puis à un moment, je suis rentré au comité et il était là. Et donc, ce garçon... Ce comité, juste pour comprendre, ça faisait partie du Paris Saint-Germain ou c'était une association de supporters? Non, c'est le Paris Saint-Germain, au début, était une association dont il était président. Il n'y avait que ça. Et ensuite, il a été permis au club de football, association, de devenir des sociétés commerciales. Et c'est là où on a cherché avec Bernard Brochand, notamment, et on a trouvé Canal, qui a repris le PSG. Il y avait Canal où les Gardeurs pouvaient reprendre. C'est Canal qui a pris le PSG, qui a pris au début une minorité de blocage, qui n'avait pas le droit de prendre la majorité. Après, ils ont pris la majorité, et après la totalité. Donc là, c'est passé en entreprise, le Paris Saint-Germain? Entreprise, société commerciale. Et l'association
continuer à exister, mais s'occuper surtout des amateurs, des gens qui n'étaient pas professionnels, et par exemple avaient des pouvoirs assez importants, ils gardaient la possession de la marque, la propriété de la marque, c'est important, et la propriété du droit d'inscription au championnat. Donc, si l'association qui était à côté de la société commerciale, s'il y avait de mauvais rapports, ils pouvaient bloquer le système. Et donc, Brochant était resté président de l'association. C'est le gens de Canal, Pierre Lescure, Denisot, qui était président de la société commerciale. Ensuite, Brochant est parti à Cannes pour être maire. J'ai pris sa place à l'association. Et après, en 2006, quand Canal+ a vendu à Bazin, il m'a choisi pour être le patron du PSG commercial, du vrai PSG, quoi. Du coup, si on revient donc sur ton parcours, donc en 72, donc tu as 31 ans. Donc là, tu rejoins, donc comme tu l'as dit, Séguéla et Roux sur les conseils de ton ami. C'est quoi là donc pour créer RSCG, donc qui sont les 4 initiales des 4 cofondateurs, et donc le C de Kézak. C'est quoi l'ADN à la base quand vous créez cette agence? C'est quoi le postulat, l'ADN, le manifesto? Alors l'histoire, c'est que Roux et Séguéla, 2 garçons qui avaient monté leur agence depuis peut-être 2 ans, pas longtemps, dont un grand créatif, on avait tout de suite vu, Séguéla, Ouais. Et l'autre plutôt le financier. D'accord. Et les deux avaient démarré par des campagnes sur des budgets immobiliers, surtout sur à l'époque, c'était la grande période où il y avait beaucoup de construction. Donc, et ils recherchaient quelqu'un pour développer l'agence dans la grande conso, dans ce que j'avais appris chez Procter, les grandes marques, Dans le retail. Jacques Vabre, enfin, les marques consommateurs qu'on appelle B2C. Ouais. Donc, je cherchais quelqu'un du profil de Brochant ou de Kézak. Il y en avait d'autres, bien sûr. C'est là où je suis rentré pour développer l'agence dans des secteurs beaucoup plus grand public. Modestement, j'ai réussi. Donc, l'agence est rentrée. J'ai appelé tous mes patrons, qui étaient mes patrons chez Procter & Gamble, en disant, voilà, je voudrais te présenter l'agence. Et en général, que ce soit Lubrun, que ce soit Jacques Vabre, que ce soit des belles fromageries belles, la plupart des patrons qui m'avaient apprécié chez Procter ont confié non pas la marque numéro 1, mais la marque numéro 2 pour faire mes preuves et tout. Et on a grandi comme ça. Voilà. Et si on revient, tu nous as parlé de la complémentarité du coup entre les différents associés de RSCG. Moi, ce qui est fort de comprendre, c'est aussi alors une belle association. On sait que c'est un facteur clé de succès, quelque chose qui fait qu'une boîte elle peut fonctionner. Mais c'est parfois pas facile aussi. Est-ce que vous avez mis du temps un peu à vous roder, tu vois? Est-ce qu'au départ vous vous engueuliez ou chacun trouvait, parce que la difficulté, je pense, c'est que chacun trouve sa Oui. place, chacun ait sa zone de liberté. Oui, Peut-être. le G est rentré 3 ans plus tard. Le G était exactement le même parcours que moi. HEC, rentrait le même jour chez Procter et tout. Lui aussi, il fallait l'intégrer. Bien sûr. Donc la réponse est, on s'est engueulé beaucoup. On était d'accord sur les grandes lignes de développement de l'agence. On s'est engueulé comme on s'engueule sur un terrain de foot. Et Après, c'est fini. après l'engueulade, on se serrait la main ou pas d'ailleurs, mais Et on boit une bière. on boit une bière et puis le lendemain, on n'en parlait plus. Donc on a été Et pas de non-dit finalement. jamais non-dit. Et je me sers beaucoup de ça quand je coach ou je conseille. Le secret, c'est pas le seul, il y a 2 secrets de l'association. D'abord, c'est d'être complémentaire, de se dire tout, de rien garder pour soi, de crever l'abcès quand on a des désaccords. Forcément, il y en a avec des gens de profils différents. Rouge, c'était le financier, Séguéla, le créatif, moi, disons, l'homme de marketing et manager, et mon ami Coudard qui est venu après, l'homme de l'international, puisqu'on a développé un réseau dans tous les pays du monde. Okay. Et tu disais, vous étiez d'accord sur les grandes lignes. C'était quoi les grandes lignes de RSCG? Les grandes lignes, c'était la créativité avant tout. Ok. C'est-à-dire, qui dans ton métier était primordial, j'imagine. oui, mais alors il y a des gens qui
privilégier la satisfaction du client avant la créativité. Moi, quand un collaborateur venait d'un client et qu'il me disait, je lui disais, c'est passé comment? Il m'a dit, très bien, le client était content. Je dis, mais je m'en fous complètement. Est-ce que c'était bien ce que tu as vendu? C'est une démarche complètement différente. Bien sûr. Et on a amené, ça veut pas dire qu'on méprisait les clients, on les écoutait au contraire beaucoup. Bien sûr. Mais on n'était pas là pour leur cirer les pompes, on était là pour les conseiller, les aider, leur servir. Et très rapidement, ils le ressentaient. Qui est assez logique parce que, enfin, je vois très bien ce que tu veux dire, mais quand on réfléchit, un client, des fois, il va payer un conseiller, c'est peut-être aussi pour avoir un avis différent. Bien sûr, si il veut faire sa campagne lui-même, si bon, il n'est pas forcé de prendre une agence. Mais s'il la prend, c'est qu'il veut qu'elle ait une valeur ajoutée. Bien sûr. Et donc, et ça, c'est capital. Bon, il y a un maxime que j'aime pas, c'est le client est roi. Le client n'est pas roi. Le client, il est là, il te respecte. Si tu lui sers quelque chose, si tu développes son business, ouais, mais il n'est pas là, tu n'es pas un esclave devant un client, tu es un partenaire du client, Au même niveau. on cherche à développer avec lui son business. Si tu ne le développes pas, si tu es mauvais, il te vire. C'est la vie, ça. Ok. Et donc, RSCG, moi, ce que j'ai lu, parce que du coup, tu m'excuses, mais moi, c'est vrai que j'ai pas connu la grande époque de RSCG. Un Donc, peu vieux, c'est vrai. j'ai lu que après, ça a grandi rapidement et que ça devient une des agences leaders en Europe et dans le monde. Tu nous en parlais. Après, vous avez ouvert des sites un peu partout sur la planète. J'ai même lu qu'on parlait du carré magique Roux, Séguéla, Kézak, Goudard. Donc 4 communicants. Vous êtes du coup monté à combien à peu près de chiffre d'affaires? Tu disais 16 000 collaborateurs aussi? Non, alors, faut quand même expliquer qu'il y a eu des étapes. Ouais. On n'est pas passé tous les 4 seuls à 16 000. On est passé tous les 4, c'est déjà bien, à des agences en province, des agences partout internationales, à 4, ça. Et on était peut-être 5-6 000. C'est pas mal. En France? Non, dans le monde. D'accord. Ok. Dont les 70% en France. Là, on a eu un problème, c'est qu'on n'avait pas d'actionnaires, de fonds riches, et donc tout ça, c'est avec notre couteau. Donc, à un moment, on a eu beaucoup d'endettement, trop d'endettement. Bancaire du coup? Bancaire. On avait un compte d'exploitation qui était plutôt correct et tout, et il fallait qu'on trouve une solution. Faire rentrer fonds comme toutes les boîtes. À un moment, tu es dans tous les pays du monde, tu veux pas, t'as beau être malin, t'as pas les moyens, t'es payé très peu au début pour développer la boîte et tout. Et donc, on a ce problème d'endettement qu'il fallait régler. Et là, on a vu beaucoup de gens, on a une très bonne image et on n'avait jamais voulu se vendre tant qu'on marchait bien. Ce qui est peut-être une connerie d'ailleurs. Je serais aujourd'hui, pas ici, je serais dans un château. Parce qu'à un moment, on avait une cote phénoménale, on était invité par les réseaux américains qui voulaient acheter de la part de marché, qui voulaient acheter, et tous les 4, on y allait, et en sortant, on rigolait, on disait, non, nous, on reste ensemble, seuls, indépendants. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux, hein. Parce qu'à un moment, on a été obligé de trouver la solution. Alors qu'à l'époque, quand on n'était pas obligé, on était sollicité. Donc, péché d'orgueil, probablement, un goût de l'indépendance à tout prix, c'est pas forcément un modèle. Mais on l'a fait comme ça, on a été heureux comme ça, jusqu'au jour où on s'est revendu à Havas. Donc, RSCG plus Havas, on a fusionné. La vérité, c'est qu'ils ont racheté, mais on a gardé tout le pouvoir. Moi, j'étais patron de la France, Goudard national, Séguéla de la création, Roux était parti. Et c'est là où on s'est développé, on était la première agence d'Europe, nettement, et la 5e agence du monde. Avec Havas, et on s'est au début appelé Euro RSCG, et après on a pris le nom d'Havas. Et je suis parti. Okay. Et si on revient sur un peu les grandes campagnes que vous avez faites, moi j'ai lu que vous avez fait la campagne en 1980 de François Mitterrand. Hein? On a fait beaucoup de grandes campagnes, Citroën, Philips, et Woolly, Jacques Vabre et tout, mais
On a fait la campagne de François Mitterrand, 80. Et est-ce que tu peux nous raconter, moi, c'est quoi la différence entre faire une campagne pour une marque de Procter & Gamble et faire une campagne pour un potentiel futur président de la République? Au début, très peu de différence. Alors, les gens qui nous critiquent disent, ou qui critiquent, disent un homme politique, c'est pas Un produit. un objet, un produit. Si, c'est un produit. Bien sûr. Il faut, et à un moment, le rôle d'une agence de pub, c'est de faire, que les mots plaisent ou pas, c'est un fait, de faire des marques d'autocubes, des produits, des stars de leur univers. Stars du café, stars des distributeurs et tout. Et le but de l'élection d'un président de la République, du fait de l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est qu'il doit être monsieur compétent et qu'il devienne une star pour tout le monde. Une star, c'est quelqu'un qui a un programme, qui est quelqu'un qui a un caractère très clair, très profond, et qui a un style. Et cette marque personne, on l'appliquait aussi aux marques. La marque, je sais pas moi, Citroën, peut avoir un physique. Et le physique, c'est, je sais pas moi, sa vitesse, son avantage, bénéfice consommateur, sa vitesse, sa sécurité, ou je sais pas quoi. Le caractère, c'est en profondeur, je sais pas, c'est une marque technologique, la technologie ou innovatif. Le caractère de Volvo, c'est la sécurité. Le caractère, le style, c'est la façon de se mettre en avant. Et le style, ça peut changer. Le physique, ça peut changer aussi. Tu peux vendre la vitesse pour une voiture une année, et l'autre année, tu vas avoir envie de vendre la ligne, par exemple. Mais ce qui change pas profondément, c'est l'ADN de la marque, c'est le caractère. Et pour un homme politique, ce qui change pas fond lui-même, c'est le caractère. C'est pour ça que je suis très méfiant par les politiques quand on parle du Rassemblement national. Je dis pas ça pour politiser. Et une ADN, ça reste. C'est la base, le socle. Quand on dit ils ont beaucoup changé, ça n'a plus rien à voir, je ne le crois pas. Parce que l'ADN, j'ai appris dans toutes les marques et les hommes politiques, les partis, que l'ADN c'est très profond et ça restait. Alors, c'est un ADN auquel tu adhères ou pas. J'adhère pas à cet ADN-là, personnellement. Et donc, je ne crois pas avoir. Donc voilà. Donc, Mitterrand, on a d'abord recherché le caractère comment dire, c'est difficile, hein, qui le qualifiait le mieux, après beaucoup d'études, après des études de marché, avoir questionné des gens, et aussi un caractère qui intéresse les gens. Si le caractère, c'est timide, tu vas pas être président de la République avec un timide. Et on a donc découvert un caractère qui était la force tranquille. On disait la force tranquille, c'est Mitterrand, il a à la fois costaud sur de lui, puis il a l'air complètement serein et tout. La force tranquille est devenue le caractère de marque de Mitterrand. Est-ce que la force tranquille, qui était le slogan de Mitterrand, du coup, ça venait de RSCG? Complètement. Ok. Complètement. En travaillant de très près avec lui. Le physique, c'est le programme, enfin les principaux points du programme. Le style, c'est la façon de se comporter, de paraître. Bon, je ne veux pas prendre des exemples, mais il y a des présidents de la République qui ont été desservis par leur façon de se comporter, par leur physique, Bon. Bien sûr. Donc voilà. Donc c'était ça, le boulot, la force tranquille. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je n'étais pas pour. Je pourrais revendiquer la victoire. Pourquoi? Parce que quand on est plutôt à gauche, c'est mon cas, on ne peut pas faire une campagne pour la gauche. Donc l'intérêt de la campagne est de séduire les gens de l'autre camp, à droite traditionnelle, disons, que Mitterrand est une option possible. Et donc, tu es obligé de faire une campagne qui soit un peu une campagne de droite. Si tu fais une campagne de gauche, les mecs sont déjà convaincus. Tu fais une campagne de droite, et donc le décor, qui était un peu pétiniste, clocher, tout ça, c'était vraiment un décor plutôt de droite. Hein. Et donc, je travaillais un peu, bien sûr, mais j'étais mal à l'aise avec ça.
Ségala, qui est plus décontracté que moi sur la politique, il est très à l'aise. Du coup, ça m'amène, j'ai 2 questions à te poser. Déjà, donc avant, vous travailliez essentiellement pour des marques, des entreprises, et donc il n'y avait pas forcément d'idéologie. Là, finalement, vous travaillez quand même pour un président qui était au Parti socialiste. Est-ce que ça avant de prendre la décision de travailler pour lui, là, vous allez, si vous réussissez la campagne, potentiellement, vous allez favoriser son accession au pouvoir. Est-ce que du coup, c'était un sujet? Et tu vois, toi, tu as dit que tu étais de gauche. Je connais pas Jacques Séguéla, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt à droite. Ça dépend des années. Ça dépend des années, d'accord. Et est-ce que c'était un sujet, en tout cas, entre vous, de dire on accompagne un homme politique? Par exemple, sur ce point-là, si l'association a été telle quelle, on a oublié que Goudard était plutôt à droite, parce qu'après, il a conseillé Chirac, Goudard. Que Bernard Roux aussi plutôt à droite, moi plutôt à gauche, encore une fois, une gauche modérée. Et pour se dire, finalement, c'est un exercice de communication. On y va, on est tous les quatre d'accord. Ok. C'est-à-dire, Il a pris comme un nouvel exercice aussi qui était riche en apprentissage. alors, il y a des limites à ça. Il y avait le Front National. Par exemple, à l'époque, on aurait dit la même chose. Moi, je serais parti. Mais Mitterrand était, bien sûr, il pouvait gêner beaucoup de gens, mais il était quand même acceptable. C'était pas républicain, humaniste. C'était pas Mélenchon, c'était pas Bardella. Donc, c'est beaucoup moins extrémiste. Mais on a été courageux parce que on a quand même perdu des clients. Bien sûr, c'était une de mes questions. Moi, je veux plus vous voir. Hein. Forcément. L'Oréal, à l'époque, Jacques Vabre et tout, ils ont mis au banc. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a commencé à travailler pour Mitterrand, il avait 30% d'intention de vote. Donc, il n'était pas du tout favori. Il est allé et on l'a fait gagner. Et les gens qui étaient contre nous, au début, en approchant, ils se sont dit, mais ils sont pas si nuls. Hein. Ils sont passés au-dessus de l'idéologie, ils se sont dit, ils sont performants. Quoi. Un mec qui font comme élire un président de la République qui n'était pas favori. Qui n'était pas favori. Donc, bon, il devrait bien réussir sur ma marque. Donc, ils sont venus. Est-ce que, parce que maintenant, on sait que les politiques font appel à des sociétés privées pour se faire conseiller. Est-ce qu'en 81 ou en 80, c'était fréquent pour les hommes politiques? Je me souviens plus très bien, mais non, je dirais. D'accord. Non, il n'y avait pas de... S'il y avait eu des campagnes, des campagnes Chirac, mais qui n'étaient pas de cette envergure. S'il y avait eu Secours à la droite revient, ou des campagnes avec des gens très dynamiques qui étaient à la droite du temps de Chirac, s'il y en avait eu. Mais en général, c'est souvent nous, d'ailleurs, on a la CG, et on avait aussi à un moment fait une campagne, c'était pas les mêmes personnes, parce que on n'oblige personne à travailler, un collaborateur à travailler sur une cause contre laquelle il est. C'est que des volontaires. Et il y en avait qui avaient travaillé sur comment les Chirac et tout. Et d'ailleurs après, Séguéla a été conseiller de Sarkozy et tout ça. Donc, bon, j'étais le seul, je dirais, qui était un petit peu têtu idéologue, quoi. Ok. Et du coup, si on avance un petit peu dans ton parcours, en 84, tu deviens président de RSCG, c'est ça? Oui, d'abord en RSCG France, et après Euro RSCG Worldwide, c'est-à-dire la fusion des agences d'Avas et de l'ensemble du réseau mondial. Ok. Et est-ce que c'était ton souhait et pourquoi du coup tu as été choisi par le président d'Avas. D'accord. Il y avait un président d'Avas, sorte de holding, et puis il y avait le réseau Euro-RSCG qui était le gros réseau mondial, et le président d'Avas qui m'a choisi. Ok. Et est-ce que c'est quoi, ça consiste en quoi le métier de président? Ça consiste d'abord, tout dépend, hein, si tu es président d'une boîte de 20 personnes et de 16 000, c'est un peu différent, bien que les mêmes qualités sont importantes. Mais non, quand tu es président d'un réseau mondial, tu dois aller dans tous les pays, connaître les gens, les voir, les conseiller, vérifier leurs chiffres, les contrôler, etc. Quand tu es président d'une PME, qu'au début c'était une PME, hein, on parle de la fin, hein, tu dois être près des gens, tu dois être accessible, tu dois faire en sorte que les jeunes aient la parole, qu'ils aient le droit de rentrer dans ton bureau pour te dire « je suis pas d'accord là-dessus », tu acceptes, tu discutes, mais c'est pas parce que tu as un beau bureau que tu es un bon président. Il faut aimer les gens, il faut aimer les autres, les critiquer, les aider,
leur dire quand ils sont pas bons. C'est important, ça. Leur dire quand ils sont bons aussi, mais leur dire quand ils sont pas bons, pourquoi? Pour les améliorer, leur dire tu devrais faire ça, ça et ça. Donc, faut être très proche des gens. Bon, je dirais que c'était une de mes qualités un peu reconnues, j'ai toujours été proche des gens, qu'on soit petit, moyen ou gros. Donc, c'est peut-être lié aussi à ton parcours, du fait que tu viens d'un milieu entre guillemets normal et heureux, et puis que tu as côtoyé aussi, tu as été à HEC, donc tu as côtoyé peut-être un milieu social différent, et finalement tu sais parler à un peu tout le monde. Oui, absolument. J'ai dîné avec des présidents de la République et puis pas des voyous, mais des copains qui étaient avec une autre profession. Et donc, si on avance, parce qu'après on va évidemment parler du Paris Saint-Germain, sur la fin du chapitre RSCG, du coup en 2005, tu décides de quitter RSCG, et notamment, je crois, parce que donc Vincent Bolloré avait pris le contrôle de Euro RSCG, c'est ça? Absolument. Vincent Bolloré prend le contrôle petit à petit, 5%, 10%, 4%, 20%. Et comme on n'avait pas d'actionnaire majoritaire important, avec 20-25%, il était le plus gros actionnaire. Et donc il gagne une assemblée générale et il prend le pouvoir avec 25%, je ne sais plus à l'époque, contre lesquels nous on avait lutté, parce qu'on voulait qu'Havas garde le pouvoir. Comment c'est possible, si je peux me permettre, qu'ils prennent le pouvoir? Parce que la boîte était cotée, hein, et ils rachetaient des actions. Oui, absolument, absolument. Absolument, c'est ça. À partir de X%, 35%, tu vas faire une OPA, mais si tu es moins, si tu arrives à prendre le pouvoir sur une OPA, tu n'es pas obligé de tout racheter. Donc tu prends le pouvoir à bas prix. Comme c'est un grand financier, il a très bien navigué, il a pris le pouvoir. Voilà. Okay. Est-ce que pourtant, il y avait entre vous, j'imagine que vous vous parliez, vu que c'était un actionnaire, est-ce qu'il y avait un espèce de gentleman agreement sur comme quoi il devait pas monter au capital? Et c'est ça qui t'a déçu, entre guillemets? Oui, gentleman agreement n'est pas tellement l'expression, parce que j'étais quand même 9 ans au procès avec lui. D'accord. Mais non, il n'y a pas d'agrément. On a essayé de travailler ensemble au début, en disant, il a gagné. Et on a eu beaucoup de mal, on n'avait pas les mêmes choses. Et moi, je lui ai dit, je veux partir. J'avais une clause qui me permettait de partir s'il y avait un changement d'actionnaire. Et j'ai dit, je la fais jouer, je veux partir. Alors je crois pouvoir dire qu'il souhaitait que je reste parce que, pour différentes raisons. Et cette clause qu'ils n'ont pas respectée, enfin, je veux pas rentrer dans les détails du procès, qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils n'ont pas respecté. Et il y a eu un procès de 9 ans où j'ai gagné finalement. Je demandais pas énormément, je demandais de partir avec ce que prévoyait le contrat, 2 ans de salaire. Donc, j'ai gagné, mais il y a eu 9 ans difficiles. Mais bon, c'est la vie et chacun a joué son rôle. Mais moi, je ne sentais pas rester. C'était pas mon truc, quoi. Tiens, j'ai lu une citation de Victor Hugo hier. Soyez comme l'arbre. Changez vos feuilles, jamais vos racines. Changez vos opinions, gardez vos principes. C'est une belle citation, je l'avais jamais entendue, celle-là. Moi non plus. Et je partage souvent, je la trouve fabuleuse. Pour clore le premier gros chapitre professionnel de ta vie, autour justement de RSCG, de la communication, etc. C'est quoi finalement un bon communicant pour toi? Sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde, je trouve, où on communique de plus en plus. Qu'est-ce que c'est un bon communicant? C'est très, très large comme question. C'est quelqu'un qui respecte l'autre, qui écoute, et ensuite qui sait répondre de façon sincère. Alors, tous les hommes politiques n'appliquent pas mes principes, mais de façon sincère, directe, brève, sans agressivité. Quelqu'un qui a des conceptions simples, mais qui ne change pas de racines tous les 8 jours, et qui ensuite exprime ça de façon claire, très synthétique et très accessible au commun des mortels. Et on souffre de ça parce que il y en a assez peu qui réussissent cet exploit. Qui reste ancré, ouais.
Okay. On comprenait bien ce que disait Mendès France, on comprenait très bien ce que disait Delors, on comprend bien ce que dit Sarkozy. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres, c'est quand même plus confus et il faut vraiment avoir fait peut-être Elena réunie pour y comprendre quelque chose. C'est vrai, il y a un sage que j'ai interrogé sur cette saison qui me disait en off, justement, que le problème des hommes politiques, entre autres, c'est qu'on comprenait plus ce qu'ils disaient. Et il disait qu'au moins, Jacques Chirac, qu'on aime ou pas, il parlait assez simplement aux gens. Oui, je dirais le problème de Macron, par exemple. C'est un problème de communicant que je donne, pas du tout un problème politique, pas du tout un point de vue politique. C'est qu'il parle très bien. Et bon, il est extrêmement brillant, d'une intelligence rare, mais pas accessible. C'est-à-dire, il démarre bien, 5 minutes, et après, il rentre dans des concepts qui sont très intelligents, mais techniques. Alors que, oui, comme tu dis, Jacques Chirac, ou Sarkozy, ou même Mitterrand, ou, De Gaulle, tu comprenais, hein. Quand il a dit, vive le Québec libre, où je vous ai compris, il a été communicant, il a trouvé les formules. On a aimé ou pas, il y en a qui n'ont pas aimé, je peux comprendre. En tout cas, il a trouvé les formules. Donc, être un mot communicant, c'est de traduire de façon simple, directe et sincère. Là, quand on n'est pas sincère, ça se voit tout de suite. Sincérité capitale. Du coup, tu as fait la campagne avec RSCG de François Mitterrand. Est-ce que tu l'as rencontré souvent? Oh, souvent non, mais je l'ai rencontré. Et surtout, j'ai un souvenir à la fois drôle et très fort pour moi. Quand il a été élu président, au bout de 8 jours, pour nous remercier, il est venu dîner avec nous chez Ségala, monsieur et madame Ségala, monsieur et madame Kézac, monsieur et madame Mitterrand, monsieur et madame Goudard. Il vient, donc c'était un peu impressionnant au début. Puis, le nouveau président de la République, quand même. Nouveau. Alors, il est venu sans aucune sécurité. Taxi qu'il a venu poser là, en chauffeur, mais sans rien du tout. Il rentre, il marche comme marchait Mitterrand. On était un petit peu impressionné. Ce gars-là, il a l'art pour mettre tout le monde à l'aise. On dîne, et là, on devient, je suis pas copain, mais comme un dîner avec des amis. On joue à un jeu avec ces gars-là. Il avait formé un gouvernement avec mon roi et de mettre des notes au ministre. On dit, monsieur le président, vous avez mis ce Bompard, le navigateur, 13 sur 20, je sais pas. Et donc, il était ravi. On se permettait de mettre des notes à, vraiment, il m'a dit, oui, ben, moi, j'ai joué au foot aussi, j'étais un gardien de but. On a vraiment sympathisé. Bon. Qui s'est pris au jeu, quoi. Il est rentré dans le jeu. Et alors, le plus drôle, à la fin du dîner, on prend un verre, sûrement, un café, et il se tourne vers moi, parce que moi, j'étais assez galaté chez lui, moi, je partais aussi. Comme on dit à un copain, vous pouvez me pousser rue de Bièvre? Vous pouvez me pousser une? Rue de Bièvre. D'accord. Ouais. Je dis, putain. Alors, dans mon fort intérieur, je me dis, rue de Bièvre, je connais pas très bien Paris. Puisqu'il n'y avait pas les GPS à l'époque, donc il fallait connaître. Je me vois ouvrir la fenêtre de la voiture et dire, vous pouvez m'indiquer la rue de Bièvre? Avec le président à côté. Et sa femme à côté. Et ma femme, probablement. Mais je dis, je peux pas dire non. Hein? Non, c'est impossible de refuser. Bien sûr, j'ai le président. Et j'étais venu avec la voiture de ma femme, une vieille bagnole, hein, qui était un peu dégueulasse, une Volkswagen, pas dégueulasse, vieille, pas très bien entretenue, enfin vraiment quelque chose de pas très présentiel. J'ai dit, putain, je vais faire Paris, hein, Saint-Jean-Paul-Bièvre, avec une voiture merdique et tout. Et j'ai dit, ben oui, non, hein, ok, hein, j'y vais. Et là, je suis sauvé par ces gars-là, qui lui est en général plus gonflé que moi, qui en plus a été ravi et très fier de les années. T'en fais pas, Alain, je vais ramener le président, moi. Il dit, bon, vas-y, t'as une voiture? Non, j'ai pas. J'ai dit, prends la mienne. Il a pris ma vieille bagnole, il a quand même le président. C'est drôle. Ça, c'est une sacrée anecdote. Et au cours des mêmes dîners,
il nous dit à la fin, tiens, je cherche un président pour Europe 1. C'est incroyable à l'époque. Hein. Europe 1 était nommé par le président de la République. Chirac avait nommé, je sais pas qui. Bon. Vous connaissez pas quelqu'un? Il me dit ça. On réfléchit, puis Goudard et moi, on est très amis avec un HEC très brillant qui s'appelle Pierre Barret. Je sais pas si tu te souviens, qui a été président de l'Express et d'Europe 1 après, qui a écrit des bouquins. Avec un type qui serait formidable, il est à l'Express actuellement. C'est Pierre Barret. Je connais pas. Il dit, je connais pas, j'ai pas envie de voir. Écoutez, il a écrit des livres, et on lui cite les livres. Les livres évoquent quelque chose en lui. Alors que la carrière économique, politique, rien. Ah, c'est lui qui a écrit ça. Ah, oui, c'est très intéressant. Le problème, c'est que j'ai pas ses coordonnées, moi. Mais nous, on a son portable. On lui donne le portable, le lendemain, il appelle. Le surlendemain, il est nommé président d'Europe 1. D'accord. Il s'appelle Pierre Barret, qui a été ensuite marié avec Mireille d'Arc, après. Donc, ça, c'est intéressant comme anecdote, parce que ça montre qu'à l'époque, il y avait vraiment très... Alors, aujourd'hui, déjà, on critique le fait que les grands industriels contrôlent les médias. Enfin, à l'époque, c'était encore plus vrai, puisque il les nommait parfois. Tout à fait, ouais. Attends, il y a peut-être une séparation un peu plus forte. Ouais. Relative. Ok. Si on revient du coup sur ta présidence au Paris Saint-Germain, donc en 2006, t'es nommé président. Comment ça se passe? Alors, curieusement, j'étais quand même déjà au PSG depuis 20 ans. Ouais, 1986. Ouais, c'est 20 ans, je suis arrivé quand mon ami Gérard Rouillet, qui est ici, là, aujourd'hui disparu, était entraîneur. Et j'étais au conseil depuis 20 ans. D'abord, j'ai failli faire une grosse bêtise. Canal+ voulait partir. On était stratégiquement plus dans ce qu'il voulait. Bon. Et cherchait des repreneurs. Le président de l'époque s'appelait Graille. Et Francis. Et tous les deux, Graille et moi, on dit on va racheter le PSG. On n'avait pas de pognon. Hein. Moi, j'avais 1 million d'euros que j'avais d'euros à l'époque, que j'avais, comme j'étais déjà actionnaire de l'association, que j'avais gagné. Lui avait 1 million, 2 millions. Puis on fait un montage. Moi, j'appelle par mes relations de banquier, j'appelle quelqu'un qui met de la musique dans les téléphones. 1, 2, 3 multimédia, concurrent d'index et tout. Et qui dit, oui, d'accord, moi, ça m'intéresse, je mets 10 millions. 10, 11, 12, on trouve, et on avait signé un protocole à 19 millions. Aujourd'hui, il vaut 4 milliards et demi. 9 millions. On aurait fait une belle plus-value. Oui, on ne l'aurait pas fait. Le matin de l'après-midi, on va, signature chez Bertrand Meilleux, Alexandre Bompard et tout. Le mec, mon téléphone, qui avait promis 10 millions, m'a dit, je me retire. Et on dit, on va vraiment avoir l'air malin chez Canal. Et Gray dit, on y va quand même, on va trouver. Bon, on y va. On dit, écoutez, on vous laisse 1 mois pour trouver. Et après, il y a eu au parc des incidents contre Gray de la part de les supporters qui ne pouvaient pas voir un type de la sécurité. Donc, moi, j'étais à côté de Meilleux, dit, quoi qu'il en soit, écoute, moi, je peux pas vendre le club à quelqu'un qui est aussi impopulaire et tout. Et donc, on n'a pas acheté. J'aurais fait l'erreur de ma vie, ma femme, on aurait divorcé. On aurait acheté, disait Philippe, on avait même monté un truc comme quoi on gardait le pouvoir, avec très peu d'argent. On n'aurait pas réussi à acheter un joueur. Le PSG est riche parce qu'ils ont acheté tous les ans 10, 20, 30 millions, 100 millions, tout ça. Donc, un club de foot, c'est pas le prix d'achat qui compte. C'est l'argent qu'on peut remettre après. Faut investir, ouais, pour le développer. Et moi, j'aurais pas pu de jeu. Donc, ça aurait été un désastre. Bon, alors, ça, c'est l'erreur que, heureusement, je n'ai pas faite, mais bon, j'ai bien failli la faire. Et ensuite, Canal rentre dans la dent. Non, comment dire? Comment c'est passé? Il y a une négo entre Canal et Bazin et Colonie Capital, voilà. Et là, je suis en vacances Courchevel,
dans une boîte où il y avait beaucoup de bruit, terminé. Et où Bazin m'appelle. Je ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Qui était le président de Colonie Capital. Il m'appelle, il me dit Monsieur Kézarek, je suis à New York, là au Chicago, je sais pas où. Je suis en train de racheter le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous voudriez être le président? Parce que beaucoup de gens m'ont dit, c'était Franck Ribou, Chenu, d'autres, m'ont dit vous aviez le profil type, vous adorez le club, vous y êtes depuis 30 ans, vous êtes chef d'entreprise. Ah, moi, je souhaite vraiment. Et je dis écoutez, j'entends rien. On se rappelle demain. J'étais dans la boîte de Courchevel, là. Écoutez, T'étais en train de danser. Ouais. Un peu, ouais. Et donc, le lendemain, on se rappelle. Il y avait encore une négo, parce qu'il y avait un autre candidat auquel il voulait s'associer. Moi, je lui ai dit, je viens avec vous, mais si vous êtes seul associé. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu Butler, il y a eu Morgan Stanley, mais le majoritaire, c'était Colony. Donc, je dis, ok, si vous le faites, on fait la nuit des longs couteaux entre Colonie Capital, Bazin, Méheux, Bompard et moi. Bompard et moi, on était plus silencieux, mais les deux qui étaient vraiment leaders, c'était Bazin et Méheux, président de Canal et président de Colonie. On passe toute la nuit. Bazin, qui sentait bien que Canal voulait à tout prix vendre, il négociait comme il sait le faire, très bien. Donc, il n'y a pas d'accord. À 5h du matin, ils me disent, on va manger un morceau. Je dis, ah non, je rentre. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute, ça y est, on a renégocié aujourd'hui, le surlendemain, j'achète le club. Donc, on se tutoyait parce que c'est un peu le style. Et je dis, d'accord, ça m'intéresse. Bon, voilà, écoute, on a rendez-vous donc chez Canal+, pour signer, cet après-midi, à 15h. Le problème, c'est que je suis à Chicago, et j'arrive à midi. Et on se connaît pas du tout, uniquement. Je dis, moi, je suis dans mon agence, dans ma banque d'affaires, ça s'appelait Goetz à l'époque, c'était boulevard Georges V. Je lui dis, écoutez ou écoute, je sais pas, peu importe, vous passez me prendre, et on aura une demi-heure avant le déjeuner qu'on doit avoir avec monsieur Pigasse de Lazare chez Laurent, pour se connaître. Demi-heure, même pas, un quart d'heure dans la voiture. C'est peu, hein. Et donc, on a chanté, Sébastien, là, ça marche tout seul. Je me dis tout de suite, c'est un mec qui j'ai envie, était très, très libre, très, très libéré. Et on arrive donc avec Pigasse, qui est un petit peu très fort chez Lazare. On arrive pour déjeuner. Et donc, là, on se tutoie. On a donné l'impression qu'on était des copains de longue date. Donc, Pigasse, on dit oui. Et après, on va chez Canal+. Et là aussi, je suis un très bon ami de Bazin qui vous connaît très bien. Donc, on signe. Alors qu'on ne s'est jamais vu. Et qu'on a pris contact sur le coup de fil à Courchevel. Et on se connaissait par relation commune, je vous dis. Il y avait Franck Ribou, le patron de Danone, Christophe Chenu, qui était ami d'enfance, non pas d'enfance, d'école de Bazin. Tous ces gens ont dit que ça serait pas mal. Ils ont peut-être même dit ce serait bien. Et donc, tu dis un président du PSG pendant 2 ans. C'était, du coup, l'époque, en entraîneur, t'avais Guy Lacombe et Paul Le Guen. Ouais. D'abord Guy Lacombe, 1 an et demi, après Paul Le Guen. Ok. Et c'était une présidence assez difficile, quand même? Très. Ok. Très, parce que... Alors, j'ai dû faire des erreurs, on a dû faire des erreurs, mais en tout cas, c'était pas du tout dû à l'actionnaire qui m'a laissé une liberté complète. Il était plutôt partenaire de moi et pas du tout emmerdant mais j'ai joué un peu confiant. On avait une équipe un peu vieillissante, mais avec des noms quand même ronflants, des Pauletta et tout. Et dans la période estivale, je négocie avec Pauletta pour que Lyon ne prenne pas. Donc je retiens Pauletta. Donc je me débrouille pas mal. Je retiens Armand, Roten, des gens comme ça qui voulaient partir.
Et donc, je me dis, bon, ça va coller. Et la mayonnaise n'a pas pris. On perd le premier match contre Lorient. Et ensuite, on n'est pas bon. Et si, si on peut rentrer, pourquoi la mayonnaise, elle a pas pris? Parce que tu avais des individualités, en effet, qui étaient fortes, mais c'était le collectif qui allait pas ou? Oui, où il y avait peut-être trop de joueurs qui étaient en fin de parcours. Et donc, puis la collective, c'est aussi la spirale en sport, hein. Tu perds un match ou deux, tu perds confiance. Il y avait eu j'avais été très très bien accueilli, hein. J'avais sorti une page qui était parue dans le Parisien quand j'ai été élu, qui était la force tranquille du PSG, la voiture avec ma femme où on faisait la conférence de presse. Donc j'avais été vraiment reçu comme comme le sauveur. Pas le sauveur, il n'y avait rien à sauver. Et donc, premier match, on perd. Donc, il y a eu une espèce de déclic. Et puis finalement, à un moment, j'étais obligé de changer d'entraîneur. Lacombe, qui était un type très bien d'ailleurs, mais qui aussi était entraîné un peu dans la spirale à défaite. J'ai pris Paul Le Guen, qui était un enfant du club, et on a fini la saison très correctement, je crois, 10 victoires de suite. Donc bon. Et l'année suivante, personne ne m'empêche de recruter, mais il y a beaucoup de jeunes qui étaient très bons. Et je fais un match de préparation à Arsenal, et Arsène Wenger, qui est un de mes amis, faut jouer mon équipe, il dit, mais t'as pas besoin de recruter, tu as des jeunes fantastiques. Il dit, oui, c'est vrai. Et j'ai pas assez recruté. Et donc là, on a eu une période vraiment très, très difficile. Donc il y a un mélange j'ai peut-être surestimé un peu la valeur de l'équipe. Je me suis battu. Et puis, j'ai eu un mort. En dehors, au En McDonald's? dehors du Parc des Princes, dans le McDonald's. Ah oui, c'était toi qui étais président à cette époque. Le président. J'ai eu quand même, tout le monde, les journalistes disaient qu'il y a eu autant d'emmerdes en un an que notre président en 10 ans. C'est vrai que j'ai tout, l'arbitrage qui avait changé, des règles. Enfin, j'ai eu tout. Tu avais les deux tribunes, pour ceux qui nous écoutent, il y avait la tribune Boulogne et la tribune Auteuil, et qui avaient des idées politiques, on va dire, différentes. Différents, et qui ont commencé à... les 500 fachos de Boulogne qui ont couru après un copain d'origine sémite, après un match PSG Tel Aviv qu'on avait perdu. Donc bon, donc très très dur. J'ai été convoqué chez Sarkozy, j'ai fait des discours sur le perron avec lui et prendre la Ligue sur le perron du ministère de l'Intérieur, en place Beauvau. J'étais obligé de négocier. Ça, c'était quand il y a eu le mort, malheureusement, au Parc des Princes, c'est ça? Oui, après, on a fermé une tribune. Donc, il y a eu un climat vraiment désestable. Donc, bon, c'est pas des excuses, mais ça n'a pas facilité le boulot, quoi. Il y a quand même un contexte. Voilà. Et puis après, alors, arrive la deuxième année, la fin de deuxième année, et là, on arrive à 4 matchs avant la fin. On est au bord de la relégation, ce qui a été vraiment un désastre. Et je dis à Sébastien, écoute, je te propose un plan hors sec. Tu viens demain au bureau, je serai dimanche, je serai au parc, dans mon bureau du parc. Tu viens, et je te promets que j'aurai des solutions. Alors, solutions pourraient être prendre un Luis Fernandez, ou un Pauletta, ou un type Yannick Noah, l'entraîneur de handball qui s'appelle Constantini. Enfin, j'avais pas mal d'idées comme ça pour rebooster, et puis on arrive par les Princes. Dans mon bureau, il arrive. Il y avait Le Guen qui est là, mais je lui ai demandé d'attendre. Sébastien m'a dit, Alain, écoute, tu restes président, bien sûr. Tant que je serai là, je serai toujours président. Mais on a décidé cet après-midi de recruter un conseiller sportif qui s'appelle Michel Moulin. D'accord. Je lui ai dit, écoute, considère que tu as ma démission dans la seconde. Terminé. Et pourquoi? J'ai d'abord des problèmes sur la personne, peut-être, mais c'est pas l'essentiel. Moi, je suis président. Je suis un manager. C'est moi qui choisis les gens. Personne ne le fait pour moi. L'actionnaire, il a un seul pouvoir, c'est de me virer. Moi, je suis un manager et donc, je suis pas là pour tailler les crayons. Donc, président, d'accord, mais moi, si j'ai pas les pouvoirs pour, et donc je démissionne. Et là, on se dit, on était quand même assez amis. On dit, bon, écoute, on se donne la soirée quand même.
Je dis, moi, je réunis mon conseil de famille au Murat. Conseil de famille, c'était mes 4 enfants et ma femme. Et il lui dit, je réfléchis. On prend un petit déjeuner ici, chez moi, le lendemain matin, et on se dira, j'ai changé d'opinion, j'ai changé de stratégie ou pas. On se retrouve et moi, je dis, j'ai pas changé, je démissionne tout de suite. Je dis, avant que tu aies changé, que tu prennes pas. Elle me dit, non, je peux plus maintenant, il y a un conseil qui a décidé. Bon, conférence de presse à midi. Et là, j'avais l'impression d'être Bill Clinton. Il y avait dans l'amphithéâtre du PSG 200 personnes où j'annonçais ma démission. J'avais eu un coup de fil du maire de Paris, Tannoy, qui me dit, Alain, réfléchis bien, reste président. Il dit, non, pas question, on a choisi des gens sans mon accord, une personne, je m'en vais. Le soir, j'étais au revoir aux joueurs, j'ai fait ma conférence de presse. J'ai pas du tout parti en tapant sur les actionnaires, hein. Je suis parti en disant, voilà, il y a un choix qui a été fait, moi, je ne suis que président, je suis pas propriétaire, je respecte, c'est mes présidents, mais moi, je ne peux pas rester, je serai toujours autour du club et tout. Et voilà, je suis parti et on s'est sauvé quand même. Ok, ouais, on est resté en Ligue 1. Dernier match difficile à ce show. Alors, je dis on, je me permets pour les auditeurs parce que je suis un fan du PSG depuis que j'ai 9 ans, je joue au Parc des Princes. Donc voilà, je me considère un peu aussi supporter. Et du coup, ton meilleur souvenir en tant que président du Paris Saint-Germain, qu'il y en a quand même un. Ça va me surprendre. Mon meilleur souvenir, c'est la victoire contre Sochaux. Je m'en souviens. Où je n'étais plus président, que j'avais été remplacé. Donc je regardais le match à la campagne chez Chenu. J'étais tellement nerveux, j'ai même pas pu regarder la fin. Je suis parti dans les champs à côté. Et je me dis, je suis encore président. Juridiquement, je suis encore président. Mais je n'étais pas au match, rien. Je dis, je suis plus président. Et s'il y a une descente, ça quand même... Voilà. Tu prendras... Ça me sera attribué. Tu te sens un peu responsable quand même. Et donc, le fait que ça se passe bien, que quelqu'un que j'avais recruté, qui s'appelle Diane... Amara Diané. Ouais. Qui est un peu mon poulain et tout. Bon. Et qui marque, pour que les auditeurs comprennent, un but venu du ciel, qui n'a entre guillemets pas d'esthétique, mais qui marque quand même. Absolument. Donc, le PSG se sauve de la relégation en Ligue 2. Et donc c'est sûrement, mais paradoxalement, il y avait des victoires quand même, mais j'ai bien, mais je retiens ça. Et non, à l'époque, j'avais quand même, j'avais des Lioundoula, j'avais Pauletta, j'avais Roten, j'avais Yepes, j'avais recruté Amara Diané, j'avais recruté O'Haro, donc j'avais pas fait du mauvais boulot, mais... La mayonnaise n'a pas pris. Ok, là, on arrive sur la fin de cet échange. Si tu veux bien, je vais poser quelques questions plutôt sur une partie un peu plus personnelle. Tu as parlé de ta famille. Quel rôle a joué ta famille dans ta carrière professionnelle et est-ce que tu en as parlé? Remarque que tu prenais des décisions en fonction d'eux aussi quand tu les as réunis. Et d'une manière générale, quel rôle a joué ta famille dans ta carrière? Ma famille a joué un rôle de soutien toujours. Ma femme à qui j'ai offert un match au Parc des Princes le soir de mon mariage. C'était pour elle une preuve d'amour tout à fait indiscutable. Elle a toujours été au match à Paris, en tout cas. On se déplaçait en Coupe d'Europe aussi. Mes enfants ont toujours été très proches de moi, étaient eux-mêmes un peu vaccinés PSG. Donc, mais sur les grandes décisions, ça venait de moi. Évidemment, ils m'auraient tous dit, Alain reste président et tout, mais je suis très têtu, hein. Ma femme pourrait te le dire, je suis dur à convaincre. Donc, mes décisions, comme pour être rentré chez Roussegala, il y a 10 personnes qui m'ont dit, faut que tu rentres, toi, t'es trop sérieux, t'es un mec bien, Segala, c'est un charlatan, un rouge et un affairiste, des trucs qui sont pas révélés vrais d'ailleurs du tout. Il y en a 10 qui m'ont dit, rentre pas. Il y en a un qui m'a dit, rentrer. Et je n'ai écouté que celui qui a dit ce que je voulais. Donc, je dis souvent, quand on te dit de ralentir, fonce. Et m'a joué un mauvais tour, parce que quand j'ai eu mon accident de vélo, j'étais avec ma femme et elle me dit ralentis. Dans la descente, j'ai foncé et je me suis pété 3 vertèbres et un AVC après. Mais en général, quand on me conseille de ralentir, ça m'incite à foncer et à y aller. Donc, à contre-courant parfois. Oui. Mais ça m'a plutôt pas mal réussi.
Au PSG, le nombre de personnes qui vont dire tu vas prendre la présidence du PSG, tu vas voir, c'est impossible, c'est difficile, tout. Je leur dis, mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Et aujourd'hui, je dis souvent, si on me proposait, hors de question, c'est les Qataris qui font très bien leur boulot. Mais si on m'avait 3 ans après pour revenir, je revenais. Et pourtant, j'avais écrit un bouquin en disant 95% d'emmerde, 5% de plaisir. Mais l'adrénaline, elle est là. Bien sûr. C'est une fonction à part. Il y a un slogan que j'aime bien aussi, une maxime. Ce qui tue, ce n'est pas le risque, c'est la routine. Et donc, on a besoin d'adrénaline, des Des projets, des challenges. Et puis, on se plante, ça peut arriver. Je me suis déjà planté. Et difficulté, à la fois RSCG, au PSG, on rebondit. Le talent se joue au rebond, d'ailleurs. C'est une belle phrase. Et on parle de tes traits de personnalité, donc peut-être à contre-courant, peut-être têtu, mais quand on passe du temps avec toi, ce qu'on ressent, c'est aussi une bienveillance, une gentillesse. Alors, c'est des choses qui sont aujourd'hui un peu à la mode. On en parle beaucoup de la bienveillance. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important? Regarde ce qu'a dit ma femme, là. Tu peux lire un peu Alors, quelques lignes. Alain vient de me passer un journal sur lequel Marinette Kézak, donc qui est la femme de Alain, a dit sa mauvaise foi est énorme. D'accord. Je suis intolérant de mauvaise foi et mauvais caractère. Mais pour certains problèmes politiques, j'ai des choses sur lesquelles je transige pas. Donc je suis pas facile. Mais sinon, j'aime les autres, j'aime parler, j'aime comprendre ce que font les autres, j'aime qu'on explique ce qu'on fait dans la vie, les carrières et tout. Mais je suis sur certains sujets complètement intolérant. Et quand je dis à mes amis, allez, je vais vous faire plaisir, cette semaine, je vais être tolérant. Je vais pas dire, d'accord. Et au bout d'une journée, je dis, non, on t'aimait mieux avant, on change pas. Donc, non, mais bon, voilà. C'est quoi la chose la plus audacieuse que tu as faite dans ta vie? Audacieuse, c'est probablement d'être associé à un rôle chez Gala. Parce qu'au début, c'était pas évident. Pour moi, c'était une très bonne nouvelle. Et pour mes conseils, les conseils te donnent souvent des conseils conservateurs. Bien sûr. Et dans tous les conseils, je dis, mais non, pas question. Jamais ça. Et j'y suis allé, et ça a très bien marché. Avec des hauts débats, mais on a vraiment réussi. Voilà, c'est audacieux. Je veux pas parler d'audace pour le PSG. Et là aussi, les gens me conseillaient de pas y aller. Moi, il est hors de question, je n'y allais pas. Donc, Est-ce qu'il y a des personnes, toi t'en as un peu parlé, mais qui ont particulièrement marqué, inspiré ta vie? Si tu devais en retenir une. Une, c'est pas facile, mais parce que c'est à des différentes époques de ma vie, mais si on cite plusieurs, Mendès France. Que t'as connu, du coup? Non, pas du tout. D'accord. Moi, j'étais jeune. Dans l'Eure, dans Évreux, lui était à Louviers. J'ai vécu dans l'entourage. Marcel Conche, mon prof de philo. Ouais. Ensuite, des choses beaucoup plus actuelles. Bernard Tapie, Jacques Ségala. Pourquoi les deux? D'abord, j'étais vraiment copain avec Bernard Tapie. Jusqu'à le dernier jour, comme on était un petit peu diminués tous les deux, Pourquoi? Parce que ils ont une énergie vitale qui m'impressionne. Alors, défaut ou pas, oui, c'est vrai. Mais ils ont combat tous les matins. Force de caractère. Bon. Bernard Tapie me disait, quand il y avait 2 concerts, il me disait, je prends mon vélo le dimanche, et je vais faire du vélo. Je dis, mais oui, si t'as un malaise et tout. Non, je prends pas mon portable. Que si je prends mon portable, je suis sûr que je vais avoir envie d'appeler quelqu'un. Il prenait pas le portable. Une énergie folle. Ces gars-là, c'est pareil. Je lui disais, Jacques, demain matin, il faut qu'on soit à Clermont-Ferrand pour un client à 9h. Il était. Et puis, je dirais le dernier, beaucoup plus récent, Olivier Goy. Tout à fait. Qui a une connaissance en commun et quelqu'un qui va intervenir dans le podcast dans quelques semaines. Que ce garçon sache qu'il est condamné, parce que Charcot, c'est malheureusement, il n'y a pas du tout même de chance de survie, et qu'il garde ce côté positif, ce côté militant pour récupérer de l'argent pour la recherche, cette joie de vivre, ce qui sourit, cet humour, c'est un modèle. Et
Moi, j'aime bien aussi ce que me disait Tapi, c'était « Alain, ne parle pas de courage, ne parle que d'énergie ». Et il a complètement raison. Moi, les gens qui me disent « bon courage », c'est passif le courage. T'as une emmerde, t'as pas de choix, faut être courageux. Ok, L'énergie, c'est différent. Voilà. Et quand je vois des Olivier Goua et tout, je me dis, mais c'est fabuleux. Et donc, ça peut l'étonner que je dise ça parce qu'on se connaît pas non plus depuis la nuit des temps. C'est quelqu'un qui m'impressionne et qui par rapport à ce que j'ai, souvent, je me dis, putain, t'es handicapé quand même pour ça comme ça. Mais il y a Olivier aussi. on relativise. On relativise. Et on admire. Et on admire. J'ai un autre ami qui est Charles Bietri, qui était là, qui a fait beaucoup pour le sport à Canal+, énormément même, qui a la même maladie, qui est maintenant à Carnac. C'est pareil. Il sait qu'il est condamné, il a tout organisé, mais il est positif. Sans parler. Toujours des systèmes. Moi, ces gens-là, c'est au-dessus de tout. Je comprends. Il y en avait un aussi, je l'admirais beaucoup, dans le même genre, c'était Belmondo, que je connaissais par le football, mais je connaissais bien sans être amis proches, mais on allait au restaurant, on se voyait, enfin, une énergie vitale extraordinaire, alors qu'il était encore plus handicapé que moi. J'avais parlé avec lui, il m'avait dit, ce qui est probablement la maxime qui me conditionne le plus, Alain, se plaindre est impoli. Et c'est exactement ce que je pense. Je ne me plains jamais. C'est impoli vis-à-vis des autres qui ont tous leurs emmerdes. Pas des mêmes types, mais tu peux avoir un burn-out un jour, tu peux avoir une accident de voiture, tu peux avoir Charcot, ça c'est le top du top, tu peux avoir un problème avec des enfants malades et tout. Se plaindre est inconvenant. On a tous nos problèmes et je pense que c'est la manière dont on l'envisage en fait. Toujours l'histoire du verre à moitié vide, verre à moitié plein aussi. Quand tu dis le mot impoli, je trouve ça formidable. La vraie politesse, c'est de ne pas se plaindre. Ça, c'est capital. Et puis, bon, voilà, maintenant, j'ai dû inventer un nouveau modèle où il n'y a plus de tennis, il n'y a plus de football, il n'y a plus de nage, il n'y a plus, mais bon, il faut trouver un nouveau logiciel, il faut s'intéresser aux autres, aux lectures. Je travaille toujours, j'essaie de ne jamais avoir une heure d'ennui, jamais. Bon, après, c'est un mode de vie différent, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Et j'avais un ami cher qui m'a dit il y a peu de temps, est-ce que tu aurais préféré que j'étais à une soirée de la mort. Hein. Et j'avais dit à ma femme, demain matin, vous ne le verrez probablement plus. Mon ami m'a dit, est-ce que tu aurais préféré mourir à ce moment-là ou rester comme tu es? J'ai dit, mais rester comme je suis, pas mourir. Aujourd'hui, je signe si on me dit, tu es comme tu es là, jusqu'à 100 ans. Je signe. Parce que, d'abord, c'est un devoir vis-à-vis des autres. En fait, il faut arriver à s'oublier. Moi, j'arrête pas de dire, je ne m'intéresse plus. Je n'ai aucun intérêt pour moi. Ce qui m'intéresse sont mes 4 enfants, mes 6 enfants, ma femme, mes proches. Moi, aucun intérêt. Je serai jamais président de la République. Je serai jamais à nouveau président du PSG. Je serai jamais chef d'entreprise. J'ai 83 ans. Mais j'ai un devoir de vivre. Et non pas un plaisir, je l'ai dit au début, mais un devoir de vivre. Faut que je trouve vraiment à l'assouvir par d'autres passions et par d'autres actes aussi généreux et qui rendent l'entourage plus heureux. Et c'est une gymnastique difficile, mais très conceptuelle. C'est-à-dire, tout ça, je le dis, c'est pas fait comme ça. Je me suis mis dans mon bureau devant une feuille blanche, et je dis, comment je peux faire? J'ai aussi agi avec moi comme on agit avec une marque. En disant, voilà, comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Faut que j'écrive, tiens. Faut que j'écrive parce que ça va me libérer. J'ai écrit. Bon, là, je vais préparer un autre livre. Bon, il faut que je trouve sans arrêt des solutions, mais si on a l'énergie de Bernard Tapie ou de Olivier Goua, on les trouve. T'es un entrepreneur, tu t'es réinventé. Et pour finir, si t'avais un jeune devant toi, tu vois, qui voulait entreprendre sa vie ou entreprendre une boîte, quel conseil tu lui donnerais? Premièrement, écoute ta petite musique intérieure. Quand j'ai dit qu'une carrière, c'est un mélange de rationnel et d'envie,
Le rationnel, c'est tiens, ce serait bien que je sois avocat parce que. Oui, pourquoi pas. L'envie. Il faut que tu aies envie. Envie d'avoir envie. Envie. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de travailler. Et le troisième, c'est d'aimer les autres. Et moi, j'ai fait une conférence avant que je sois handicapé. Et les mecs qui m'interrogeaient m'ont dit, tiens, monsieur Casac, qu'est-ce que vous souhaiteriez que soit écrit sur votre tombe? Alors, j'ai des questions pas très drôles, mais bon, j'ai essayé quand même de penser. Et j'ai dit, deux choses. Je sais pas que c'est vrai. He cared, en anglais. C'est-à-dire, he cared, il prenait soin, il aimait les autres. Et deuxièmement, he was reliable. Il était fiable. C'est une qualité essentielle pour moi, être fiable. Quand je dis rendez-vous à 11h, j'appelle pas son sujet, un drame. J'appelle pas la veille pour dire non, j'annule le rendez-vous, j'ai autre chose de mieux à faire, on se voit dans 15 jours. La fiabilité. Merci Alain. De rien, merci Nicolas. Merci beaucoup d'avoir écouté Les Sages. Vous êtes de plus en plus à nous écouter pour cette première saison. C'est vraiment très encourageant pour toute l'équipe. Alors encore une fois, un grand merci. Vous avez le pouvoir de donner de la force à ce podcast avec juste 1 minute de votre temps. C'est simple, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous avez juste à vous abonner et mettre 5 étoiles. Un grand merci et à bientôt.